Bonsoir mesdames, messieurs, merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média, 20h à Niaël Pendawe à Marsassoum. Bienvenue à ce 20h au sommaire de ce journal, le rejet de la candidature de Karim Meïssa Wade. Les députés du Parti démocratique sénégalais sont scandalisés. Ils exigent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Dans un communiqué, les députés parlent de conflits d'intérêts, d'avantages et de corruption, de soupçons de corruption. Après l'invalidation de sa candidature, Karim Wade réagit également. Selon lui, cette décision du Conseil constitutionnel est infondée et scandaleuse. À Fatick, la filière sel reprend une bonne santé financière. Plus de méventes, les prix de la tonne revalorisés au grand bonheur des producteurs. Mais les femmes qui sont dans le secteur demandent néanmoins plus d'équipements pour se protéger de certaines maladies. Dans la rubrique enquête de ce dimanche, nous allons parler des calculs rénaux, une maladie qui est la conséquence des dépôts durs de sel acide et de minéraux dans l'urine concentrée. Elle est très douloureuse et son traitement est très coûteux. Nous en parlerons en fin d'édition. Bienvenue à tous. D'abord, cette déclaration des députés du Parti démocratique sénégalais après la décision scandaleuse et inacceptable, selon eux, du Conseil constitutionnel. Les députés du Parti démocratique sénégalais, dans un communiqué, exigent la mise en place immédiate d'une commission d'enquête parlementaire, et c'est pour enquêter sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain, et en particulier celle de Karim Meïssa Wade, candidat de la coalition Karim 2024. Cette commission d'enquête devra particulièrement enquêter sur les conflits d'intérêts, selon eux, les avantages et les soupçons de corruption et collusion de certains membres du Conseil constitutionnel avec certains candidats. Ils ont donc fait cette déclaration dans un communiqué. Et puis, après l'invalidation de sa candidature, Karim Meïssa Wade réagit également à travers un communiqué. Pour lui, la décision du Conseil constitutionnel est infondée et scandaleuse. Le candidat du Parti démocratique sénégalais estime que c'est la continuité de nombreuses violations depuis 12 ans après son emprisonnement de 3 ans par une cour d'exception et son exil forcé de plus de 7 ans. Il compte donc saisir les juridictions internationales comme la Cour de la CEDEAO, un communiqué lu par Daniel Diouf. La décision du Conseil constitutionnel est scandaleuse. C'est une atteinte flagrante à la démocratie. Cette décision est fondée sur des prétextes fallacieux. Elle viole mon droit fondamental de participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024, alors que j'ai depuis longtemps renoncé à ma nationalité française, précise Karim Wade. Cette nouvelle atteinte à mes droits de l'homme s'inscrit dans la continuité de nombreuses violations dont je suis victime depuis 12 ans, une détention arbitraire de plus de 3 ans à l'issue d'un procès inéquitable devant une cour d'exception, la CREI, et un exil forcé qui dure depuis 7 ans. Karim Wade de poursuivre. Face à ce nouveau complot judiciaire, j'ai décidé de saisir les juridictions internationales, dont la Cour de justice de la CEDEAO, pour défendre mon droit à la candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Dans tous les cas, je participerai d'une manière ou d'une autre au scrutin du 25 février. Je demande à nos militants, nos sympathisants, nos alliés et aux millions de Sénégalais qui me soutiennent de rester mobilisés pour engager à mes côtés le combat contre l'injustice et pour la restauration de l'état de droit, conclut Karim Wade. Un communiqué lu par Daniel Diouf et puis la motivation du Conseil constitutionnel sur le rejet de la candidature de Karim Wade est bien fondée, selon le constitutionnaliste Babacar Gueye. Selon lui, quand le candidat du Parti démocratique sénégalais déposait sa candidature, il était toujours français. Il n'avait toujours pas enlevé cette nationalité française. Donc pour lui, la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne souffrait d'aucune irrégularité car sa condamnation n'était pas définitive et actuellement il est en prison. Comment va-t-il battre campagne? C'est la question qu'il se pose puisque c'est une première dans l'histoire du Sénégal. Sur ce, nous écoutons les explications du professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia. Caractère non rétroactif
de la perte de nationalité et en montrant aussi que Karim Wade, au moment où il faisait sa déclaration sur l'honneur comme quoi il était exclusivement de nationalité sénégalaise, en réalité, en ce moment-là, il n'avait pas encore perdu la nationalité française, il était encore français. Et ce fait est corroboré par en fait les dates, entre la date de publication du décret qui mettait fin à sa nationalité le 17 janvier et sa date de déclaration de candidature. La date de déclaration de candidature est antérieure à la date à laquelle le décret a été publié. Pour moi, quand on est dans une compétition, surtout une compétition électorale, celui qui participe à la compétition électorale alors qu'il n'aurait pas dû pour diverses raisons, fausserait forcément le résultat de cette compétition électorale. Et ensuite, si on se rend compte que parmi les candidats, il y en a un qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas les règles, je pense que c'est à juste titre qu'on doit le dénoncer et qu'on doit l'écarter du jeu électoral. Pour Bassirou Diomaye Faye, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que juridiquement, j'ai beau chercher, je n'ai voyé aucune raison pour écarter sa candidature. Il n'a pas de condamnation définitive, il n'est pas condamné par contumace, il n'y a même pas de procès encore, il est juste accusé. Ensuite, c'est vrai, le parti auquel il appartenait a été dissous, mais sa candidature a été portée par une coalition de partis politiques. Donc, il n'était pas un candidat indépendant. Donc, juridiquement, il n'y avait aucun argument pour invalider la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, on dit que pour participer à la campagne électorale, pour l'élection présidentielle surtout, le temps de parole appartient au candidat, c'est le candidat qui s'exprime pendant cette période. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va lui accorder une liberté provisoire pendant la période de campagne pour lui permettre de mener sa campagne? Est-ce qu'on va mettre à sa disposition une équipe de journalistes pour lui permettre de s'exprimer, donc de s'adresser aux Sénégalais? Je pense que ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Et puis, parlons de la décision du Conseil constitutionnel qui est un coup d'éclat électronique. C'est ce que pense le collectif des candidats spoliés de leur parrainage. En conférence de presse aujourd'hui, le collectif qui regroupe des candidats validés et invalidés promet d'engager la bataille pour que les parrains sortis du fichier soient réintégrés. Le nombre est estimé à plus de 900 000 compte rendu de la conférence de presse d'Issa Prera et Ahmadouba. Avec quel fichier électoral ira-t-on à la prochaine présidentielle? C'est la grande interrogation du collectif des candidats qui se disent spoliés de leur parrainage. Parce que notre problème bi am tay personne ne sait à partir de quel fichier lañ nar a demee élection. Looloy wax ji. Le fichier électoral a été taillé sur mesure en fonction de la tête du candidat. Loolu mooy li am. Ki la njublan ci fichier bi mu yor. Yàgg naa wax ne du benn fichier du ñaari fichier tey jii loolu bir na. Face à la décision du Conseil constitutionnel, les membres de ce collectif estiment que c'est cette juridiction qui est à la base de tous les contentieux. Dafa àndoon ak un informaticien donc vraiment c'est-à-dire on rajoute du scandale au scandale. Da ngeen di assumer li ngeen def yéen Conseil constitutionnel ak président du Conseil constitutionnel. En réalité, nous sommes en face d'un coup d'État électronique. C'est un coup d'État électronique qui a été exécuté par un conseil constitutionnel. Un coup d'État électronique fait par des juristes qui ont voulu être des informaticiens au service d'un pouvoir finissant qui essaie de s'accrocher à des magouilles pour pérenniser son pouvoir. Aujourd'hui, le maître mot est la mobilisation. Le collectif invite tous les Sénégalais à faire barrage programmé du candidat de Benno Bokk Yakaar. Reportage de Dissa Prera et retenez qu'après la publication de la liste officielle des candidats retenus pour la présidentielle du 25 février prochain, les mandataires de ces candidats sont convoqués à la direction générale des élections pour les besoins de l'impression des bulletins de vote. À compter donc de ce dimanche, la version électronique des maquettes de bulletins de vote seront déposées à la direction générale des élections. Une réunion d'information à l'attention des mandataires est prévue demain, lundi. Elle va porter sur les modalités de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande pris en charge par l'État. Ils vont également parler de l'imprimeur en charge des travaux d'impression des documents pour chaque candidat et sur l'arbitrage des éventuels conflits portant sur les couleurs choisies.
Nous parlons d'autre chose maintenant. Vous savez que l'actualité, c'est également la CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons faire le portrait. Dans cette CAN, sa photo a fait donc le tour des réseaux sociaux. Son nom, c'est Sadio Baldé, photographe officiel des Scorpions de la Gambie, une jeune photographe de 21 ans. Seulement, elle est en train de vivre son rêve, couvrir une Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Ndiaye l'a rencontré. Voici son reportage. Salut, je me nomme Sadio Baldé, j'ai 21 ans, je suis photographe professionnel. Son image a fait le tour de la toile. La photographe gambienne est en train de vivre une expérience inédite dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour la première fois, Sadio couvre une compétition internationale. J'ai vu mes photos sur les réseaux sociaux, ça me fait vraiment plaisir. Et cela m'encourage davantage. C'est une motivation pour moi de bien travailler. Mon objectif, c'est de promouvoir le sport gambien, notamment le football. À 21 ans seulement, le natif de Lamine, non loin de Banjul, a toujours eu la passion de ce métier de photographe sportif. En 2022, je travaillais avec le Real de Banjul. En 2023, je travaille maintenant avec le Fortune FC de la Gambie. Et maintenant, en 2024, le club et la fédération ont financé mon voyage pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'obtention de son diplôme, elle a eu à travailler avec plusieurs clubs gambiens avant d'intégrer l'équipe nationale comme photographe officielle. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai continué à travailler en freelance en tant que photographe sportive. Au début, je prenais des photos dans le championnat local et les envoyais gratuitement aux dirigeants des clubs. Dans cette CAN, je pense que la différence est que je suis une jeune fille voilée et je suis dans un milieu masculin. So foog naa loolu tamit is one of the things lu tax nit yëpp bët yëpp ñu nekk si man daal. Jeune, voilé, Sadio rêve d'évoluer dans ce métier de photographe. Pourquoi pas couvrir les prochains événements sportifs. Je rêve vraiment de travailler avec la CAF. En tout cas, elle est toute souriante, Sadio. On va faire un tour dans les régions du Sénégal. Nous allons d'abord dans la région de Thiès, département de Mbour, où le marché de produits halieutiques situé à Mbaling, c'est un secteur informel très productif, mais négligé selon des acteurs. Ceux qui sont là-bas, un manque d'appui puisque du ravitaillement en passant par la production jusqu'à l'écoulement des poissons séchés ou fumés et autres qualités de produits halieutiques, les acteurs se débrouillent avec leurs maigres moyens. C'est un reportage de Neymati Djeng et de Mamadou Gueye. Cet espace est exclusivement dédié à la fabrication et à la vente de tout ce qui est produits halieutiques, séchés ou fumés. Une chaîne de valeur qui implique plusieurs acteurs. Je vends des poissons fumés et séchés. J'achète la caisse au port entre 20 000 et 27 000 pour revendre le kilogramme à 1000 ou 1500. Je débourse aussi pour la transformation en poisson fumé. Il faut 3 000 pour chaque four traditionnel. Le sel aussi, le sac est à 5 000 maintenant. Je travaille ici. Je suis charretier et j'aide les vendeurs à saupoudrer le sel, le poisson. Parfois, je les aide aussi à trouver de l'eau et tout se passe bien. Certaines qualités de produits sont rares, voire inaccessibles, signalent ces vendeurs. Le hareng, communément appelé le yaboy, est cher, nous ne le voyons même plus. Alors c'est uniquement le tasse que nous transformons ces temps-ci. Le poisson est frais quand nous l'achetons. C'est nous qui le fermentons. Pour du poisson fumé, nous utilisons aussi bien le produit frais que celui fermenté. Le mollusque est rare ici. Ce que nous recevons nous arrive des usines après que les Chinois ont déjà fait le tri. Nous utilisons ce que nous appelons ici des retours d'usine. Les Chinois s'offrent les services de rabatteurs qui leur procurent les bons mollusques. Le reste nous est vendu. Tout ceci parce que le mollusque est très rare. Ce qui nous revenait à 1000 ou 1500
coûte désormais 3 000 kilos pour la qualité moindre. Ils sont tous du secteur informel et rencontrent d'énormes difficultés de la production jusqu'à l'écoulement de leurs marchandises. L'appui des autorités est sollicité. Nous ne demandons pas l'impossible, juste que les autorités nous aident à accéder facilement au financement. Nous nous sommes regroupés en GIE de femmes. Les toilettes qui sont ici n'existent que de nom. Et la sécurité, n'en parlons même pas. Nous payons des gardiens, mais ce n'est pas suffisant. Ce marché de produits halieutiques manque aussi d'éclairage, ce qui favorise l'insécurité sur les lieux. Et pour ce qui est des maisons environnantes, elles sont indisposées par la fumée et l'odeur désagréable provoquée par la transformation du poisson. Et de Mour, nous allons à Fatick. C'est pour parler de la filière sel qui renoue de plus en plus avec son lustre d'antan. Selon les acteurs, beaucoup de problèmes que le secteur a connus ont trouvé solution. Il n'y a plus de mévente et les prix sont revalorisés selon les acteurs. Le prix de la tonne varie entre 40 et 50 000 francs CFA. Certains producteurs parviennent même à vendre la tonne à 60 000 francs. Mais les femmes qui jouent un rôle très déterminant dans cette chaîne de valeur veulent plus d'équipements pour se protéger de certaines maladies. C'est un reportage de Aminata Goudjabi et les images de Abdou Karim Bey. Ces jeunes travailleurs journaliers procèdent à l'aménagement de ce champ de sel pour le préparer à l'exploitation. Nous sommes sur le site de Ndiamou, l'un des plus importants de la région de Fatick. J'exploite 11 hectares. Que vous voyez là, ce sont mes ouvriers. Ils sont des saisonniers. Ils sont là de janvier au mois de juin, fin juin. Donc actuellement, ils sont en train de décaper le sol. Ils enlèvent le sable, tout ce qui est sable, pour avoir un niveau plus plat. Actuellement, vraiment, on est dans l'aménagement. C'est un peu délicat, c'est aussi ça coûte extrêmement cher. Disons que c'est le travail le plus dur. Ça prend énormément d'argent. Parce que, bon, vous voyez là, ce sont 13 personnes qui sont payées journalièrement 4 500. Le mois, ça fait plus de 1 500 000 francs que je paye. Dans un mois environ, la récolte du sel va démarrer. Le processus d'exploitation est long et laborieux, toute une chaîne pour arriver à un produit fini. On va commencer la mise en eau. Ensuite, on commence à calculer la densité des eaux, c'est-à-dire au niveau de la mer, au bassin de rotation, ensuite dans les tables salantes. Nous avons du sel de mer, donc c'est l'eau que nous pompons à partir de la mer, mais là également ça demande un peu de technicité. Donc vous mettez dans des bassins, après vous laissez évaporer avec le vent, la chaleur, l'eau s'évapore, il laisse le sel. Maintenant à partir de là également il faut segmenter les bassins, c'est-à-dire c'est pour faire déposer toutes les impuretés qui sont dans le sel, le magnésium, le sulfate de sel, les fer, tout ça là, il faut les évacuer avant qu'ils arrivent dans la table salante, là où on fait le sel. Il faut le laver, il faut le sécher, il faut le mettre en poudre. Bon, disons, moi j'ai une petite unité de transformation, unité artisanale. Nous vendons du sel en grains, mais iodé. Tout le sel que nous sortons, c'est adéquatement iodé. Il faut savoir que la production est presque similaire à la préparation du lait caillé. Il faut verser l'eau de la mer dans les champs déjà aménagés et attendre quelques jours pour que ça se transforme en sel. Mais il y a aussi une technique que nous utilisions. Dans la région de Fatick, ce sont des milliers de personnes qui s'activent dans la filière. Elle est rentable et la commercialisation est de plus en plus facile. La filière est dans ses périodes de gloire. Nous écoulons le sel sans problème. J'ai vu des gens qui étaient dans la culture du riz ou encore de l'arachide, mais qui sont venus rejoindre ce secteur. La tonne de sel est vendue cette année jusqu'à 60 000 francs CFA. Bon, comme vous le savez, dans la sous-région, il n'y a que le Sénégal qui produit du sel, à part le Ghana. Et puis le Ghana, c'est à faible quantité. La sous-région, ils viennent s'approvisionner ici. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire. Donc le marché est là. Le secteur a pourtant connu des moments sombres. Il y a quelques années, l'écoulement du sel était une tâche difficile. Beaucoup de producteurs avaient d'ailleurs abandonné les champs pour se consacrer à d'autres activités. La donne a désormais changé. J'avoue qu'il y a eu des moments difficiles. Certains clients préféraient aller au lac Rose
C'est ce qui nous avait pénalisé pendant de nombreuses années. Actuellement, fatigue. Maintenant, quand vous voyez également tout le monde est revenu dans le sel, bon, cette année, c'est pourquoi que, bon, je dis que je suis un peu sceptique cette année, parce qu'il y a énormément d'investissements, des gens qui viennent. Parce que ce retour, c'est dû quand même au fait que le sel actuellement, ça se vend bien, parce que la tonne est à 60 000 francs. Donc vous voyez, avec 1000 francs, vous sortez avec 60 millions. Donc ça fait revenir tout le monde. Et si la production également explose, on risque d'avoir également une surproduction. Et ça va impacter dans notre chiffre d'affaires également. Dans cette chaîne de valeur sel, les femmes constituent un maillon incontournable. À l'heure de la récolte, elles envahissent les marais salants. Ce sont elles qui extraient le sel. C'est un travail journalier dont le salaire varie d'un propriétaire de site d'exploitation à un autre. Quand je commence à récolter, je prends jusqu'à 60 personnes journalièrement. La plupart, c'est des femmes. La plupart, ça sera des femmes. À partir de là, je prends jusqu'à 40-50 personnes. Des femmes que je paye 3 500 francs le matin, le soir je paye 1 500. 7h, midi. 2500. Les femmes travaillent dans des conditions précaires, pas de lunettes ni de gants, encore moins de chaussures de sécurité. Et cette situation les expose à des maladies. Nous nous levons tôt le matin avec le matériel d'extraction, nous rejoignons les sites, nous passons la journée là-bas, nous utilisons des bols ou des petites hilaires pour extraire le sel afin de faciliter la mise en sac. C'est un travail dangereux pour la santé. L'année dernière, moi-même j'étais tombée malade. Nous avons cherché à nous entretenir avec un médecin du travail pour en savoir plus sur la prise en charge des femmes cueilleuses de sel, mais il est difficile d'en trouver dans la région. Aminata Goudiaby, direction le sud du Sénégal, et nous parlons de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les difficultés pédagogiques liées à l'insuffisance des salles de classe, la tenue des sessions pédagogiques et le déficit d'infrastructures pédagogiques constituent de vrais casse-têtes pour la communauté universitaire. Les acteurs de l'institution plaident pour l'amélioration du cadre d'apprentissage pédagogique de moins en moins étroit face à la sollicitation de plus en plus croissante de l'institution marquée par l'arrivée massive de jeunes bacheliers chaque année. Et c'est un reportage de Lamine Ba et de Lamine Mandian. La situation est relativement stable au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor où les cours ont repris depuis le mois d'octobre dernier. Mais derrière cette stabilité se cachent de réelles difficultés pédagogiques à l'image de l'insuffisance de salles pour permettre aux étudiants de suivre correctement les cours. Fondamentalement, le problème qui se pose au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor, c'est notamment donc le déficit de salles de classe. Comme vous pouvez le constater, donc il y a un déficit, il y a un manque de salles de classe et ce qui a valu même que la coordination a pu aller en grève pendant très longtemps même. Et je pense que donc par rapport à ce problème-là, il y a des débuts de solutions parce que les amphis, voilà, pour qui donc nous nous sommes battus, ils sont en train d'être équipés, les 12 amphis de 150 places et les 2 grandes amphis donc de 750 places. Donc l'équipement est en cours et nous espérons donc les réceptionner donc d'ici bientôt quand même. Les nombreuses perturbations enregistrées ces dernières années universitaires ayant entraîné un chevauchement des années ont conduit à l'adoption par le conseil académique du dispositif de la session unique. Une solution appliquée mais qui n'est pas du goût des étudiants. Il ne faut pas oublier qu'au sein de l'université, que l'année passée il y avait une section unique et que cette année-ci aussi, pour les 2 semestres aussi, il y a de la section unique. Donc et nous savons tous que validé au sein de l'université donc avec toutes les matières, donc je pense que c'est un peu difficile auprès des étudiants. Donc de surcroît, lorsque vous voulez donc pour 2 semestres faire des sessions uniques, qu'il n'y ait aucun sens donc pour les étudiants de faire des sessions de rattrapage, je pense que ça aussi c'est à revoir. Quoi que l'on puisse dire, donc il devrait y avoir donc un arrangement auprès entre étudiants et enseignement afin que quand même dans le meilleur des cas les étudiants puissent réussir aisément quand même au sein de l'université. La politique de l'État dans le cadre de la modernisation des universités implantées dans les régions avait abouti à la dotation de l'université Assane Seck de Ziguinchor de plusieurs ouvrages au sein du campus pédagogique. Mais le SAES déplore le retard noté dans la livraison des chantiers. C'est toujours le statu quo.
c'est entre guillemets le serpent qui se mord la queue. L'université est en souffrance par rapport à la question des infrastructures. C'est pour cela qu'il faut vraiment quand même qu'il y ait des infrastructures de qualité afin que les acteurs de l'université puissent bénéficier. Le SAES n'a cessé d'interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le sens vraiment de faire en sorte que les chantiers puissent vraiment être vraiment des chantiers de qualité. Tant qu'il n'y a pas la qualité, c'est difficile vraiment d'avoir des enseignements avec tout le confort qui correspond vraiment à un enseignement de qualité. L'université Assane Seck de Ziguinchor est pour l'instant à l'abri des perturbations. Les étudiants pensent que l'État gagnerait à maintenir cet état de fait en améliorant les conditions d'apprentissage pédagogique. Merci Lamine Ba, et nous parlons de l'actualité forte de cette semaine. La rédaction vous propose de reparler de la digitalisation des contraventions, un projet initié par l'État du Sénégal et mis en œuvre par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor en partenariat avec la Gendarmerie nationale, la Direction générale des transports terrestres et la Police nationale. Il présente de nombreux avantages, notamment le gain de temps pour les automobilistes. Ce système permet permet donc par tous les moyens de paiement agréés par la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest de payer donc sur le lieu de commission de l'infraction et de repartir avec ses papiers. Et c'est un reportage de Maïmouna Ndiaye. Une application digitale pour simplifier les paiements des amendes forfaitaires au Sénégal. Une vieille doléance des automobilistes qui vient d'être matérialisée par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Nous avons vécu des désagréments liés au retrait d'un permis de conduire et à l'obligation d'aller payer au commissariat ou à la brigade la plus proche du lieu de commission de l'infraction. Ce système permet de géolocaliser l'agent de police ou de gendarmerie à l'échelle de son périmètre de compétence. Un outil qui vient à son heure selon la police et la gendarmerie. Ça empêchera aux conducteurs, aux chauffeurs de pouvoir retourner à chaque fois qu'ils ont été verbalisés à un point au commissariat ou à la brigade gendarmerie pour se faire restituer leur permis de conduire. Et ça, c'est un gain de temps qui permettra, en tout cas, je pense que ce sera un motif de satisfaction pour les conducteurs. Les conducteurs, pour leur part, demandent un accompagnement pour éviter les tracasseries routières. Notre seule préoccupation demeure les mesures d'accompagnement. Je pense que les conducteurs ne doivent plus subir des tracasseries sur les routes. Il ne faut plus accepter de payer certaines amendes qui ne se justifient pas. Après le lancement du nouveau mécanisme, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor promet de publier régulièrement des statistiques sur la typologie des infractions et des lieux des infractions. Au nord du Sénégal, à Saint-Louis, on prépare les Journées mondiales de la jeunesse. Cette année, le diocèse de Saint-Louis va accueillir l'événement et retenez que plus de 30 000 jeunes sont attendus dans la vieille ville. Le week-end prochain, l'accent sera surtout mis sur sur les questions d'actualité, notamment l'immigration clandestine et l'éducation des jeunes. Et c'est un reportage de Ousseynou Diop. Saint-Louis va recevoir les 26, 27 et 28 janvier les Journées mondiales de la jeunesse auxquelles 30 000 jeunes sont attendus. Le comité d'organisation, les autorités administratives et les différents services régionaux concernés se sont réunis aujourd'hui pour la tenue d'un comité régional de développement. Donc on va recevoir à peu près 30 000 jeunes venant des différentes régions, d'abord de notre Sénégal, mais aussi de la sous-région, notamment le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, aussi les autres pays limitrophes du Sénégal. Pour l'abbé Jean-Laurent Préra, ces journées permettront à l'Église de parler avec les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine. Un thème d'espoir, un thème d'espérance, vu aussi l'état actuel du contexte social, en tout cas de la jeunesse, qui emprunte la mer et en tout cas les moyens qui ne sont pas adéquats pour aller chercher ailleurs l'Eldorado. Le gouverneur de la région de Saint-Louis a assuré que toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement de cet événement religieux. Selon Aline Badara Samb, l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner le comité d'organisation. Comme presque tous ces événements du genre, nous aurons des préoccupations qui
devront mobiliser l'ensemble des services de l'État. D'abord des questions sécuritaires, avec la police, la gendarmerie pour le transport, la couverture médicale. Le thème retenu cette année, ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer, est une manière de sensibiliser les jeunes candidats à l'immigration clandestine sur les possibilités de réussir dans leur pays. Alors l'enquête de ce dimanche ouvre une fenêtre sur la santé. Les calculs rénaux, connaissez-vous cette maladie? Alors retenez que la maladie se définit comme des dépôts durs de sels acides et de minéraux dans l'urine concentrée. Elle peut être très douloureuse et les causes et les conséquences de cette maladie sont très diverses. Et pour éviter les calculs rénaux, il faut avoir une très bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et boire beaucoup d'eau, car les conséquences des calculs rénaux sont très néfastes et peuvent causer une insuffisance rénale. Mais la bonne nouvelle pour les patients qui souffrent de cette pathologie, c'est que le traitement se fait ici au Sénégal et sous différentes formes, mais le traitement est très cher, nous dit Awa Signaté et Alun Diagne. Comme ce patient, ils sont bien nombreux des sujets qui souffrent de calculs rénaux. Une pathologie très douloureuse. Elle se définit comme des dépôts durs de sels, d'acide et de minéraux dans les urines. Mais qu'est-ce qui cause réellement cette maladie très répandue? Pour bon nombre, chez ceux qui se plaignent d'un mal de dos, les causes sont diverses, les conséquences aussi. En fait, les calculs rénaux, c'est la présence de pierres dans les reins, nous disons souvent dans les voies urinaires, dans les reins, dans la vessie ou dans les urétères. Les causes avant, c'était des causes infectieuses. Moi, quand j'étais plus jeune, interne, on avait surtout des calculs infectieux. Quand on dit calcul infectieux, c'est souvent lié à une anomalie au niveau de l'arbre urinaire. Et c'est souvent présent chez les enfants. Mais actuellement, depuis quelques années, nous avons fait des études qui ont montré que les calculs rénaux sont liés à notre alimentation. C'est surtout ce que nous mangeons. Parce que vous savez, ce que nous mangeons souvent passe par les urines. Et nous avons des substances qu'on dit cristallisables, qui sont des cristaux en fait. Et le fait de manger certains types d'alimentation nous expose à des calculs rénaux. Pour ça, parce que ce qui entraîne les calculs, c'est surtout la concentration des urines. Quand on ne boit pas beaucoup, quand les urines sont concentrées, ces substances que nous mangeons se déposent et créent donc des calculs. C'est pour ça que nous disons souvent qu'il faut beaucoup boire. Les conséquences, vous savez, les calculs, ils bloquent les urines. Et quand ils bloquent les urines, ça entraîne une hyperpression dans le rein et ça peut détruire, si on n'enlève pas le calcul rapidement, ça détruit le rein. Les calculs rénaux sont formés dans les reins. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 cm, voire plus. Par le passé, les interventions se faisaient comme une opération normale. Mais avec les progrès de la médecine, le traitement peut désormais se faire sous différentes formes. Mais il reste onéreux. Le calcul se traite actuellement et se guérit. Et au Sénégal, on a tous les types de traitements. Au Sénégal, quand même, nous avons assez de spécialistes. On a presque un neurologue, voire 2, dans tous les grands hôpitaux du Sénégal. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas souvent ce matériel pour casser les calculs sans ouvrir. Ce malade, fraîchement sorti du bloc opératoire, est arrivé de la Guinée voisine. Il mesure bien le poids de la prise en charge. Mais pour lui, la santé prime sur le reste. Parce que des fois, c'est difficilement pour uriner. Donc, des fois, si je vais aux toilettes, c'est difficilement. Chaque 20 minutes à 30 minutes encore, je dois aller aux toilettes. Parce que si je n'ai pas allé là-bas, ça va trouver que derrière de mon ventre, en bas de mon ventre là, ça me fait mal. Donc c'est pour cela que ça a trouvé qu'il y a un petit caillou là-bas. Donc c'est ça que je venais pour enlever. Même si c'est sert, avant tout c'est la santé. Les conséquences des calculs rénaux peuvent être très néfastes pour le patient. Elles peuvent même causer une insuffisance rénale. Pour s'en prémunir, il est conseillé d'avoir une bonne alimentation et boire beaucoup d'eau. Que Dieu nous donne une très bonne santé. C'est cet élément qui met un terme à ce journal que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci à toute l'équipe de la régie pour donc la partie technique, à Daniel Diouf qui a coordonné cette édition. Et tout de suite, retrouvez Soir de Cannes, cher Tidiane Diao et toute l'équipe pour des moments foot. Restez scotchés, connectés à la télévision Futur Média. Passez une bonne fin de soirée.